Merci et bonsoir. Je suis très content d'être ici. Un café citoyen par les temps qui courent, c'est important. Euh, et puis là, cette question lancinante de qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail. Je suis un peu impressionné, c'est pour ça que je balbutie un peu, d'abord parce qu'il est tard, et puis professeur émérite, ça veut dire qu'on est à la retraite en fait. Alors, du coup, je suis très content d'être ici, mais je m'interroge sur qui est là, qui vous êtes, et en particulier sur quand même, je suis un sociologue qui est plutôt qualitatif et clinicien, donc les statistiques m'intéressent que modérément, mais quand même, sur la composition apparente de ce soir, il y a une proportion tout à fait particulière qui ne correspond pas qui n'est pas représentative de la société française. Donc de quoi est-elle représentative? On y reviendra peut-être au niveau du débat sur cette question. Qu'est-ce qui fait que je pense qu'on pourra s'intéresser sur les mécanismes de défense et les mécanismes de dégagement par rapport à la question de la souffrance au travail. Peut-être que les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait la même façon de se défendre, de se protéger ou de se dégager de ce phénomène. Mais avant de rentrer dans ces processus-là, deux mots peut-être sur la sociologie clinique que j'essaye de développer avec d'autres depuis quelques décennies maintenant. Pas seulement d'ailleurs en France, mais au niveau international, qui est une sociologie qui s'intéresse à ce qui a été longtemps évacué par la sociologie, la question de la subjectivité, la question du désir, la question de l'inconscient, la question du sujet. Et elle s'intéresse donc à la dimension existentielle des rapports sociaux, ce que les sociologues ont méprisé pendant des années, parce que ça renvoyait au vécu. Et le vécu, c'était vraiment une catégorie subjective qui était absolument méprisée. Souvenez-vous, dans le métier de sociologue, Bourdieu et Passeron qui parlent de la malédiction des sciences sociales qui ont affaire à un objet qui parle. Et moi, je suis de cette, comment dire, influencé de cette époque. On va bientôt fêter l'anniversaire de mai 68, et effectivement, j'étais dans ce contexte dans lequel non seulement le sujet s'est mis à parler, mais le sujet individuel, mais aussi le sujet collectif, etc. Et donc, il y avait une espèce de tension, on va peut-être parler de paradoxe, entre d'un côté une sociologie structurelle profondément influencée par le marxisme, et donc il faut pas faire confiance au sujet qui parle, parce que lui, c'est du sens commun. Il faut essayer de rendre compte des phénomènes structurels et des conditions concrètes d'existence, etc. Et donc moi j'ai été ballotté entre Bourdieu d'un côté, euh, Carl Rogers de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez qui est Carl Rogers. Il a eu moins de notoriété que Bourdieu, mais c'était quelqu'un d'important à l'époque, qui était sur le développement de la personne et l'écoute centrée sur la personne, et fait une attention particulière à l'éprouver, à ce qu'il ressent, etc. Et donc, et puis est arrivé par là aussi Freud, la psychanalyse. Donc, j'ai essayé de travailler dans ces différentes influences grâce à Max Pagès, qui était mon prof à Dauphine. Et Dauphine, c'est intéressant parce que je me retrouvais en fait en troisième cycle dans une université qui à l'époque était une université de sciences des organisations. C'était pas une université de gestion. Et les fondateurs de Dauphine considéraient que la gestion n'était pas une science. On parlait des sciences de la gestion, c'était des techniques, le marketing, la comptabilité, les stratégies financières, etc. Tout ça, c'est pas scientifique. Pourquoi c'est pas scientifique? Parce que il ne s'agit pas de comprendre ce qui se passe. Il s'agit d'optimiser le fonctionnement des organisations pour leur permettre de remplir les objectifs qui leur sont fixés. On dirait que c'est du macronisme presque, non?
faut être pragmatique, il faut être objectif, etc. Donc ça se présente comme scientifique, mais ce n'est pas du tout scientifique, puisque c'est des sciences de l'action. Et non pas et des sciences de l'action. Bah alors, ça se présentait comme étant progressiste, etc. Mais ce n'était pas des sciences au sens où je l'entends et où les scientifiques, dans leur grande majorité, l'entendent, c'est d'écrire la réalité telle qu'elle est. Et donc, le projet de Dauphine, c'était de qu'est-ce que c'est qu'une organisation, qui était très très intéressant parce que pas beaucoup de gens s'intéressaient à l'organisation. Or, entre l'individu et la société, je veux dire, les organisations, elles sont partout. Elles sont... Moi, je suis à peu près la dernière génération qui est née dans le lit de mes parents, chez moi, dans leur maison. Ça se fait, et après, ça s'est médicalisé, etc. Et puis mes parents sont morts aussi dans leur lit, alors qu'aujourd'hui, on meurt à l'hôpital, etc. C'est-à-dire, du début à la fin de la vie, les organisations forment une médiation entre l'individu et la société. Donc c'était très intéressant d'analyser ce phénomène-là. Et j'ai vu à Dauphine comment ce beau projet scientifique a été complètement dénaturé par les gestionnaires. D'où comment dire, j'ai une petite... c'est pas de la rancune, parce que, je veux dire, j'ai des copains, beaucoup qui sont formés, qui ne sont pas des imbéciles, mais il y a une espèce de ce que les scientifiques appellent une rupture épistémologique entre la façon dont je vais vous parler ce soir, sur ma vision et ma compréhension de pourquoi la souffrance au travail s'est développée depuis quelques années, et la façon dont elle est traitée par les gens qui sont dans l'idéologie gestionnaire. Et on terminera là-dessus. On verra qu'en fait, aujourd'hui, la politique, c'est de la gestion. La politique est complètement contaminée par l'idéologie gestionnaire. Il faut être pragmatique, il faut être objectif, il faut l'importance de l'approche solution, etc. Qui empêche, à mon avis, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre société et pourquoi, par exemple, j'introduis un peu les choses paradoxales, alors que les conditions objectives de travail se sont formidablement améliorées depuis un siècle. Vous avez peut-être revu et re-revu Germinal, par exemple. Le travail dans les mines, le travail ouvrier. Là, on pouvait parler vraiment de pénibilité. Et là, on pouvait parler de souffrance au travail physique. Alors, ces conditions objectives, elles n'ont rien à voir aujourd'hui avec ce qui se passait à cette époque. Par contre, on a le sentiment que les conditions subjectives de travail se détériorent et que les symptômes de ça sont bien connus. Le stress, l'épuisement professionnel, le burn-out, le sentiment de harcèlement et peut-être plus profondément le sentiment qu'on n'arrive plus à donner du sens à son travail et qu'il y a un décalage de plus en plus important entre ce qu'on a envie de faire quand on choisit tel ou tel métier et ce qu'on nous demande de faire quand il faut obéir aux prescriptions, aux systèmes d'évaluation qui vont mesurer ce qu'on fait. Ma collègue Marianne Dujarier de Paris 7 a fait un très beau livre sur le management des incarnés dans lequel elle travaille là-dessus, sur ce décalage entre la prescription et le réel. Bon, charmants camarades ici et d'autres dans la salle connaissent parfaitement les travaux de Christophe Dejour ou autres qui ont bien montré qu'il y a là quelque chose qui se passe. Et Marie Peset aussi. Enfin, tous, on est bien préoccupés par ces soucis d'essayer de comprendre pourquoi les gens sont si mal alors que leurs conditions objectives sont pas mauvaises. Alors, je ne nie pas qu'il y ait encore de la pénibilité. Je ne nie pas que la peur au travail, la peur d'être licencié, la peur de perdre son boulot existe. Je ne nie pas que des phénomènes de harcèlement, qu'on va dire objectifs, c'est-à-dire cette espèce de pression qui est liée à pas forcément seulement à un pervers narcissique, mais à un petit chef qui veut décider de tout et qui nous empêche en fait de travailler au lieu de nous soutenir, etc. Tout ça existe, c'est-à-dire il y a des éléments objectifs sur la question de la souffrance au travail. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la subjectivité. Alors, j'avais commencé à travailler à Dauphine sur ces questions-là, en particulier en faisant
une recherche avec Max Pagès et Michel Bonetti sur IBM. Et on voulait appeler en fait cette recherche TLTX Mon Amour. C'est un beau titre. On était tellement contents de ce titre. Et en fait, les PUF, les presses universitaires de France, a refusé parce que un titre comme ça peut pas être un titre d'un livre scientifique et sérieux. Et comme on était scientifique et sérieux, on a accepté les arguments du PUF et on a appelé ça l'emprise de l'organisation. Et je pense qu'on est parmi les premiers chercheurs à montrer que ces nouvelles formes, cette révolution managériale, elle a commencé dans les grandes multinationales, en particulier d'informatique de pointe, comme IBM, Rank Xerox, Hewlett-Packard, etc., qui ont construit pas seulement des nouvelles machines qui vont être au cœur de la révolution numérique, l'informatique, mais qui vont vendre en même temps des nouvelles formes d'organisation, donc des nouvelles façons, des nouveaux outils qui, d'un côté, vont se traduire dans des logiciels, des SAP, c'est-à-dire des machines, des machineries, qui vont donner, bon, je ne vais pas faire tout l'historique de ça, mais aujourd'hui, c'est les algorithmes dont on commence à entendre parler sérieusement, disant c'est les algorithmes qui décident. Avant, on disait c'était l'informatique qui décide. Et en même temps, la conjonction entre cette révolution numérique et la révolution d'une conception nouvelle du travail à travers cette révolution managériale. À IBM, chaque manager avait sur son bureau ce qu'ils appelaient eux-mêmes the good book, la Bible. Et cette Bible vous donnait un certain nombre de principes, de croyances, de principes de management. Il fallait avoir une vision, une nouvelle culture d'entreprise qui développait des principes tout à fait intéressants sur le meilleur service donné aux clients. Il faut jouer gagnant-gagnant. C'est la première fois que j'entendais des formules comme celle-là. Et puis cette idéologie des ressources humaines qui, dans un premier temps, est apparue comme étant formidablement progressiste, parce qu'enfin, on allait remettre l'humain au centre, par rapport au capitalisme industriel et ses organisations patronales où il y avait des petits chefs, des agents de maîtrise, la hiérarchie, etc. Et là, dans cet univers-là du capitalisme industriel, on parlait d'exploitation, d'aliénation, mais c'était, comment dire, un pouvoir qui était incarné par le patron. Le patron, d'ailleurs, qui était en même temps propriétaire. Et puis par les cadres, et puis les agents de maîtrise, et puis les contremaîtres, et puis les petits chefs qui étaient à la solde des patrons, les valets du capitalisme, on entendait à l'époque. C'est-à-dire ceux qui se mettaient au service du pouvoir. Et là, on avait une bonne visibilité du pouvoir. On savait, quand on voulait manifester, il fallait aller voir les patrons. Bon, et on parlait d'ailleurs dans 1936 des 200 familles qui maîtrisaient plus de 60% de l'appareil productif en France, etc. Donc on avait une vision du pouvoir, de la domination qui était assez claire et qui se traduisait par un discours simple. Il y a les patrons qui exploitent les ouvriers et donc il y a la lutte des classes. Et donc si on veut se libérer et sortir de la domination, c'est classe contre classe, front contre front, et il faut faire la révolution et donner le pouvoir au prolétariat. Au moins ça faisait du sens. Et puis ça faisait du sens aussi à un autre niveau, c'est que c'est dans la lutte que l'ouvrier retrouvait sa dignité, sa fierté. Et donc on savait pour qui on travaillait, on savait pourquoi on travaillait, et la dignité c'était aussi dans le bel ouvrage. C'est-à-dire l'ouvrier, au moins il avait... combien d'enfants qui sont venus travailler avec moi dans des groupes d'implication et de recherche sur roman familial et trajectoire sociale. Ils disaient, mon père il était ouvrier, on était pauvres, mais il avait de l'or dans les doigts. Et là, tout d'un coup, il y avait la fierté par rapport à ses parents, qui retrouvaient de la fierté dans le faire bien son travail et lutter collectivement pour essayer de changer les choses. D'ailleurs, ces luttes n'ont pas été inutiles, puisqu'elles ont permis un rapport entre le capital et le travail qui s'est rééquilibré, disons, jusqu'à ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, la social-démocratie, les années 50, les années 60, etc. Et puis, à partir des années 80-90, il y a quelque chose qui change. Alors, je n'ai pas le temps ici de vous en donner tout le panorama. Je voudrais juste dire, qu'est-ce qui change? C'est le capitalisme déjà.
C'est-à-dire le capitalisme industriel, hein, c'est les patrons propriétaires des moyens de production facilement identifiables. Ce qui change, c'est l'introduction du capitalisme financier, c'est-à-dire cette idée que c'est l'argent, hein, le capital. Le capital devient de plus en plus abstrait. C'est-à-dire, on ne sait plus, les directeurs d'usines ne sont en fait que des simples managers salariés, hein, dont le seul objectif, avant, comment dire, le patron, le cadre, l'agent de maîtrise, il savait, il était proche quand même du travail réel. Donc son boulot, c'était de faire la médiation entre le profit que demandait l'actionnaire, mais le fait de pouvoir créer des conditions de travail qui permettent de trouver un équilibre relatif entre le capital et le travail. C'est ça la social-démocratie. Et là, on voit arriver, alors comment l'appeler, le libéralisme, le néolibéralisme, etc. Hein. Mais si vous avez vu, par exemple, les magnifiques films de Jean-Robert Vialet, hein, sur la mise à mort du travail, il vous montre très bien, et Frédéric Lordon ou des gens comme ça, vous montrent très bien comment le pouvoir s'est déplacé, hein, non plus des patrons propriétaires, mais des marchés financiers, les fameux marchés financiers, dont personne ne sait très bien qui c'est, où c'est. On sait que c'est Wall Street, c'est la bourse, mais c'est très très abstrait, et on n'arrive plus à saisir un peu qu'est-ce qui gouverne, qu'est-ce qui décide. Mais les cadres vous racontent, ou les chefs d'entreprise, quand ils rentrent le matin, hein, ils ouvrent leur ordinateur. Maintenant, ils ne le ferment plus, d'ailleurs, il est ouvert toute la nuit aussi, parce que comme ils ont des insomnies, eux aussi ne dorment plus, etc. Et les cours de la bourse, c'est ça qui va déterminer, hein, l'objectif final. Et on voit bien à un autre niveau, et c'est le deuxième aspect, c'est la révolution idéologique. Et là, les syndicats, les partis de gauche, etc., ont du mal à voir cette révolution idéologique. Dans le capitalisme industriel dont je vous parlais, la gauche et la droite, ça avait du sens. Hein, on savait que la droite était au service du capital, la gauche au service du travail, et puis ça bastonnait. Hein, et puis, bon, alors on peut discuter sur cette vision politique des choses, mais au moins ça faisait du sens. Aujourd'hui, qui est de droite et qui est de gauche? Vraiment. Alors, bon, voilà, donc, je veux dire, ça flotte. Et pourquoi ça flotte? Parce qu'on n'arrive plus à avoir la théorie, hein, qui permet de donner une vision de la société dans laquelle on puisse choisir son camp. Hein, le camp des travailleurs, aujourd'hui, il retrouve des réalités tellement différentes, etc. Bon. Et le camp des capitalistes, c'est qui les capitalistes? Ben, on ne sait pas trop, c'est marchés financiers, c'est abstrait, c'est-à-dire on n'arrive pas à les saisir. Et Jean-Robert Vialet, il vous montre, il va à Davos, et il interviewe en particulier Robert Kravitz, qui est un des hommes les plus puissants, hein, qui a 450 entreprises par rapport à un fonds de pension, c'est-à-dire ces fonds de pension qui décident là où ils vont investir ou pas, les entreprises dans lesquelles ils vont investir, et qui exigent un taux de rentabilité de 5, 10, 15, 20%. Et donc, et Kravitz vous dit, c'est l'argent qui travaille. Alors, vous voyez comment penser la contradiction capital-travail quand on dit c'est l'argent qui travaille. Et il a raison, Kravitz. Si vous voulez devenir riche, au moins, le dépassement ici ce soir vous sera utile. Surtout, arrêtez de travailler. Rentable. Faites travailler l'argent. Vous me direz, il faut en avoir? Pas du tout. Grosse erreur. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour le faire travailler. Les traders n'ont pas d'argent. À eux. Enfin, au bout d'un certain temps, ils en ont. Mais au départ, ils font travailler l'argent des autres. Donc, vous voyez, je plaisante avec ça, mais c'est simplement pour dire, mais il est où le pouvoir? Et aujourd'hui, vous avez 25% ce qu'on appelle les marchés financiers, hein, le travail, cette fameuse nébuleuse du capitalisme financier, qui calcule en fait la valeur des entreprises au jour le jour, etc. Et bien, ce capitalisme financier, 25% est maintenant, comment dire, géré, non plus par des traders,
hein, par des établissements financiers, des banques, etc., mais par des algorithmes. C'est-à-dire des systèmes informatiques qui vont calculer à la nanoseconde, hein, ou au milliard de secondes, des ventes et des achats d'actions de telle façon qu'on va pouvoir gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, simplement si j'introduis ça, c'est parce que c'est en décalage complet par rapport à l'économie réelle. C'est quoi l'économie réelle? C'est l'économie, nous, celle qu'on connaît. C'est-à-dire quand on va au marché, hein, y a un produit, puis il a une certaine valeur, et puis on débourse de l'argent pour avoir ce produit. Hein, ou alors l'usine dans laquelle on produit des choses, et puis ça, c'est concret encore pour nous. Hein, c'est ce que les économistes appellent effectivement l'économie réelle. Or, aujourd'hui, il y a un décalage complet entre l'économie réelle et l'économie financière. Et c'est l'économie financière qui devient le déterminant, hein, essentiel de notre société et de notre système économique. Et ça, je veux dire, c'est ça qui est un des moteurs à la fois du développement de l'économie mondiale, parce que c'est lié aussi à la globalisation, à la mondialisation, au sentiment que on ne sait plus très bien qui décide quoi, c'est-à-dire cette abstraction du pouvoir qui fait que les choses arrivent sans qu'on sache très bien qui les décide. Et quand on essaye de maîtriser, de peser sur ces choses, ben on vous dit, ben oui, mais faut aller au-dessus, puis encore au-dessus, puis encore au-dessus. Et moi qui ai fait des études qui me permettent d'accéder à tous les niveaux, hein, de la société, tous les niveaux vous disent que les décisions se prennent ailleurs, qu'ils n'y sont pour rien. Bon, et quand vous analysez avec eux, vous voyez que c'est pas faux. Mais en même temps, ils sont des rouages du système. C'est-à-dire, là, on commence à rentrer dans les paradoxes. C'est-à-dire, ils ne sont pour rien, mais ils font ce qu'il faut pour que ça continue à se dérouler de cette façon-là. Alors, je veux bien qu'on dise des pions, des rouages, etc., mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous, plus ou moins comme disait Coluche, hein, quand il disait on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. C'est la même chose. Donc chacun de nous est à la fois produit et producteur du système. Chacun de nous participe à produire, et si je le reprends en termes un peu marxistes, la contradiction capital-travail, elle est plus à l'extérieur de nous, entre ceux qui sont exploités et qui luttent, hein, les travailleurs, les vrais, et puis les capitalistes, bon, avec ce front classe contre classe. Là, la contradiction, elle était dans la société, hein, dans les enjeux de classe sociale, dans les enjeux de domination, etc. Là, la contradiction, elle est internalisée. Ça veut dire que chacun d'entre nous participe à la fois à produire le système dont il se plaint et en même temps à être instrumentalisé. C'est l'idéologie des ressources humaines. Et je ne comprends pas comment il se fait qu'au niveau politique et au niveau syndical, ce concept de ressources humaines n'ait pas été étranglé dès sa naissance. Pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi, ressources humaines? Ça veut dire que l'humain est transformé en ressource. Et la ressource, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un capital comme les autres. C'est une ressource au service d'une finalité qui est le développement de l'entreprise. Donc la finalité, ça devient le développement de l'entreprise. Donc l'humain est un moyen pour une finalité qui est le développement de l'entreprise. Alors qu'auparavant, même dans le capitalisme industriel, l'entreprise était conçue comme un moyen par rapport à une finalité qui était le développement de la société, de l'humain. Et ce renversement idéologique que représente l'idéologie managériale, non seulement n'a pas été vraiment vu, mais il est toujours pas vraiment vu. La ressource humaine, c'est que l'humain devient une ressource qu'on va gérer par rapport à une finalité qui est l'optimisation du fonctionnement de l'entreprise. Et pourquoi ça n'a pas été vu? Parce que, ressources humaines, on va remettre l'humain au centre. Donc il y a eu cette espèce de fantasme, hein, qu'on allait mettre de l'objectivité, de la transparence, etc., hein, dans cette gestion des ressources humaines. Et puis l'idée de ressources était progressiste, comme une partie du libéralisme, quoi. Le libéralisme, c'est difficile d'être contre la liberté.
c'est difficile d'être contre l'avancement au mérite. C'est difficile d'être contre l'idée que les premiers de cordée, c'est eux qui vont nous permettre... Qui c'est qui parle comme ça? C'est nouveau, ça. D'habitude, j'en parlais. Vous voyez, qui vont nous permettre justement d'être compétitifs, hein, dans ce contexte dans lequel, si on n'est pas compétitif, on meurt. Donc on ne va pas être contre ça. On ne peut pas être contre la compétitivité. Et en même temps, c'est absolument, totalement paradoxal. Vous connaissez ce discours, on l'a eu à droite comme à gauche, c'est pour ça que je me posais la question de savoir, hein, où est la gauche, où est la droite. Le problème numéro un, c'est le chômage. Vous êtes tous d'accord. Donc il faut lutter contre le chômage. Pour lutter contre le chômage, il faut de la croissance. Sans croissance, pas de plein emploi, pas de création d'emplois. Pour avoir de la croissance, il faut de la compétitivité. Donc on fait un pacte de compétitivité, où on va faire la formation, on va faire une loi sur la formation professionnelle, hein, pour permettre plus de compétitivité, etc. Sauf que il manque une case. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité? La compétitivité, vous n'allez pas me démentir à la poste, c'est faire plus avec moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des outils de gestion qui permettent d'améliorer la productivité. C'est le lean management. Hein? Lean, ça veut dire dégraisser, en fait. Hein? C'est-à-dire faire plus avec moins. C'est-à-dire, en fait, améliorer la productivité en diminuant les effectifs. Et où il est le paradoxe? C'est pour lutter contre le chômage, il faut réduire les effectifs. Si vous voulez, dans la discussion, je veux bien discuter avec qui que ce soit sur le raisonnement que je viens de tenir, qui est d'une rigueur absolue. Donc, mais en même temps, qu'est-ce qui fait que personne, ou très peu de gens, contestent l'idée qu'il faut que la croissance, hein, n'est pas aujourd'hui d'ailleurs, alors que les chiffres le montrent depuis des années et des années, la croissance, hein, crée des emplois, c'est absolument certain. Donc il ne faut pas dire qu'elle n'en crée pas, sauf qu'elle détruit autant d'emplois qu'elle en crée, sinon plus. Et mon sentiment, c'est qu'elle détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'avec les progrès formidables de la productivité, on peut continuer à améliorer la croissance, etc., mais que le chômage ne va pas être réduit. Pourquoi? Parce que le chômage, c'est un problème économique. C'est qu'un décalage structurel entre le nombre d'emplois que l'économie produit et le nombre de personnes actives en âge d'occuper ces emplois. Vous êtes d'accord? Or, on en fait un problème psychologique. C'est-à-dire, on dit que le chômage est le problème des chômeurs. Ce qui, au niveau existentiel, est vrai. Mais ce qui, au niveau économique, est faux. Et donc, on va renvoyer aux chômeurs ou à Pôle emploi, hein, qu'ils n'ont pas fait leur job, ou que l'éducation nationale, hein, ce mammouth archaïque, il faut complètement le réformer parce qu'il ne fait pas le job, hein, c'est-à-dire de former, hein, tous les élèves et les étudiants pour les adapter au marché du travail, pour qu'ils trouvent de l'emploi. Ce qui est une folie et une bêtise absolue, et qui renforce cette idéologie qu'en fait, si les gens se donnaient un petit peu de mal, hein, pour trouver de l'emploi, eh ben, ils en trouveraient. Et d'ailleurs, le débat qu'il y a eu il y a 15 jours là-dessus, ça correspond, même les chiffres, même la ministre du Travail le dit, c'est 14%, hein, qui sont potentiellement le fait qu'ils ne chercheraient pas vraiment du travail, et sur ces 14%, en fait c'est 50%, c'est-à-dire seulement 7%, dont on peut imaginer que peut-être, et même on n'est pas sûr, que peut-être il frauderait un peu et tout. Je peux vous dire que ce 7% parmi les chômeurs qui trichent, faites le calcul pour les dirigeants d'entreprise. La même statistique. Oh non, là, c'est de l'idéologie, ce que je raconte.
Ah non, non, moi je suis un scientifique, il ne faut pas. Et pourquoi ils trichent, les chefs d'entreprise? C'est pas parce que c'est des tricheurs. C'est parce que si vous ne trichez pas aujourd'hui, vous n'avez pas de résultat. Et qu'avec les systèmes d'évaluation et tout, qui dans cette salle a été évalué par les nouveaux indicateurs de résultats, hein, l'évaluation individualisée des performances, etc. Tout le monde triche. Non. Non, non, non. Non, non. On optimise ses résultats. Non, tout de suite des mots qui fâchent et tout. Non, non, non. On ne triche pas. Hein, on essaye d'être intelligent. Mais ça triche à l'école pour les notes, ça triche à l'université, ça triche dans les entreprises, dans les services publics. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens sont mal. La fameuse T2A, là, hein, chez les médecins, ou la fameuse politique du chiffre, hein, chez les policiers, etc. Le policier qui, à la fin du mois, est harcelé parce qu'on lui dit « Attention, sur les objectifs, on n'est pas bon, hein, donc tu me fais des contraventions, etc. » et qui va pénaliser le pauvre automobiliste qui est passé à 53, là, hein, ou à un feu rouge un petit peu, bon, et tout ça parce qu'il faut... Ou qui est mal stationné, tout ça, parce qu'il faut faire du chiffre et tout, il n'a pas l'impression que sa dignité et sa fierté du travail, elle est... Tout le monde triche, voit à l'université, je pourrais vous en raconter des tartines. Ouais. Non, pas à l'université, merci. À l'hôpital, pourquoi les gens vont pas bien? Et puis, on est dans cette espèce de pression permanente, hein, qui est le syndrome de Lance Armstrong. Lance Armstrong, ça vous dit quelque chose? C'est le plus grand cycliste de l'histoire du cyclisme, un des plus grands sportifs, etc. Bon, parmi les sportifs, je pourrais vous en donner une kyrielle qui triche, hein, le dopage, etc. Et lui, c'est intéressant, Lance Armstrong, parce que tout le monde savait. Mais le journaliste qui l'a dit, il a été exclu de son journal. Le cycliste qui l'a dit, il a été exclu, hein, du peloton. Le médecin qui a commencé à le lire, bah, on l'a marginalisé, hein, jusqu'à ce que tout le monde reconnaisse que c'est des lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, c'est encore les lanceurs d'alerte qui sont punis, alors qu'ils devraient avoir minimum, peut-être pas la Légion d'honneur quand même, ou au moins la médaille du mérite, ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais non seulement ils perdent leur boulot, ils sont poursuivis par la justice, hein, et on les enferme dans les ambassades, parce qu'il y a toujours, évidemment, hein, un État suisse, américain ou autre, dont les intérêts supérieurs ont été remis en question, et donc il ne faudrait pas que ces gens-là se développent trop. Bon. Vous voyez, alors, est-ce qu'on peut parler de système pervers? Marie-France Irigoyen, que j'aime bien, hein, a fait ce magnifique livre, hein, sur le harcèlement, en disant, comme psychiatre, au moins au début, parce qu'elle dit, c'est plus ce qu'elle dit maintenant, que ceux qui mettent en place ces systèmes, c'est des pervers narcissiques. Parce qu'ils sont psychologues. Donc ils essayent de trouver une explication psychologique, hein, à un phénomène social. Alors vous savez ou vous ne savez pas que les sociologues refusent ce psychologisme. C'est pour ça que, hein, de dire que l'explication du chômage, il faut aller les chercher du côté du chômeur et du fait qu'il ne cherche pas de boulot, qu'il est trop formé, pas assez pour former, etc., c'est une explication psychologique. Et Durkheim, le fondateur de la sociologie, disait toute explication psychologique des phénomènes sociaux est fausse. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça parce que je suis un faux sociologue, en fait. Je suis devenu de plus en plus sociologue, mais j'ai commencé parce que c'était la psycho qui m'intéressait, la psychanalyse, l'inconscient, la clinique, là, aller chercher dans les émotions, dans les prouver. C'est ça mon truc. Ah bon. Puis je suis devenu de plus en plus sociologue, même parfois je trouve que Bourdieu est faible, quoi. C'est vous dire, si je suis malade, c'est vous dire, c'est-à-dire que, hein, c'est cette idée du pervers narcissique qui serait responsable du harcèlement. Alors on a fêté avec Marie-France Irigoyen, puisqu'elle n'est pas venue la semaine dernière, j'en profite, hein, les 10 ans de la loi qui a été votée
au Parlement après son bouquin, grâce à son bouquin qui s'est vendu à 450 000 exemplaires. Formidable. Pourquoi? Parce qu'elle mettait le doigt sur un phénomène social. C'est-à-dire combien de gens vivaient le sentiment d'être harcelés. Et quand on est harcelé, on a besoin de trouver une cause. Et alors la cause la plus simple, dans le couple, c'est l'autre. Et au boulot, c'est le chef. Et généralement, ça marche. Ça marche. Ça marche, mais ça marche. L'ennui, c'est que parfois, c'est réciproque. Évidemment, parce que quand on est soi-même harcelé, on a tendance à faire du contre-harcèlement. Et ce qui fait que quand on est un peu systémique, hein, on voit bien qu'on est à la fois en fait harceleur et harcelé. Et quand vous connaissez ces entreprises multinationales et cette révolution managériale qui s'est diffusée partout, etc., et qui vous met sous pression par rapport à des résultats, par rapport à des indicateurs d'évaluation, par rapport à l'avancement au mérite, par rapport au management par objectif, qui individualise les performances, etc., on est tous mis sous pression. Et quand on est mis sous pression, on devient harceleur parce qu'on est harcelé. Et là, c'est de quel point de vue, là, vous parlez? Je parle du point de vue du sociologue Vincent de Goljac. Est-ce qu'on parle de socio ou de psycho, là? Là, on parle de sociologie clinique dans lequel on ne peut pas dissocier la psycho et la socio. D'accord. Et donc, dans ce système, hein, et d'ailleurs, le droit aussi, parce qu'il faut faire du droit aussi, de plus en plus de procès, à la Poste, à France Télécom ou ailleurs, ont dénoncé le harcèlement institutionnel. Alors, on va faire un peu de psychosociologie, ou plutôt de sociopsychologie, puisque je n'ai pas basculé du côté de la socio. C'est qu'évidemment, dans un système qui est potentiellement harcelant, ceux qui ont une psychologie, on va dire, pour ne pas rentrer dans les termes techniques, mais un mode de fonctionnement, il y en a qui jouissent de ça. Et il y en a qui sont très bons là-dedans. Et c'est en plus ceux qui ont la promotion, généralement. Alors qu'il y en a qui tombent malades parce qu'ils ne supportent pas ça. Donc il y a un effet systémique entre le mode de fonctionnement organisationnel et le mode de fonctionnement psychique qui fait qu'on sollicite, on privilégie, du coup, hein, on suscite un mode de fonctionnement qui va être privilégié. Et ceux qui sont des hiérarchies ou qui ont un surmoi un peu trop archaïque et bétonné, ils sont marginalisés. Alors que ceux qui ont un idéal du moi, hein, performant, et toujours d'aller vers les cimes, et c'est le bouquin qu'on a fait avec Nicole Aubert, après l'emprise de l'organisation, le goût de l'excellence, et le goût de l'excellence, de la performance, et qui ont le goût d'aller plus loin, toujours plus, l'exigence du toujours plus, etc., ils trouvent dans ce mode de fonctionnement des satisfactions psychologiques, hein, très très profondes, pulsionnelles. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup développé, hein, l'idée de système psychique organisationnel, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des correspondances entre les structures sociales, les structures organisationnelles et les structures psychiques. Et que mon combat, c'est que les psychologues fassent un peu de sociologie et que les sociologues fassent un peu de psychologie, mais surtout que les personnes qui sont confrontées à ces problèmes-là, on leur donne les outils, les chercheurs leur donnent des outils pour mieux comprendre qu'est-ce qui leur arrive et pourquoi ils vont mal. Parce qu'une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est que c'est celle-là, par exemple. Bon, est-ce que c'est l'organisation? Il y a un suicide. Ça arrive, hein? Première version, il s'est suicidé parce qu'il avait des problèmes personnels. Ou elle. Donc c'est un problème psychologique. Donc il faut l'envoyer au psychologue du travail et aux médecins du travail et autres. Et les managers, on va mettre en place des référentiels pour mesurer, en anticipant, la vulnérabilité de ceux qui risquent de... Parce qu'il ne faudrait surtout pas que ça arrive. Si ça arrive chez eux, ce n'est pas grave. Premier scénario. Deuxième scénario,
les syndicats, la famille, etc. Non, il s'est suicidé parce qu'il avait des problèmes au travail. Hein, et il se sentait mal. D'ailleurs, il a laissé une lettre. En plus, il s'est pendu dans son bureau, où il s'est brûlé, hein, au bas de l'immeuble alors qu'il était préventeur des risques psychosociaux. France Télécom. Bon, je sais qu'ici, il y en a beaucoup qui ont... Je veux dire, comment dire, j'essaye de mettre un peu de légèreté là-dedans, mais je sais que c'est pas léger du tout. Hein. Mais en même temps, je pense qu'il faut se donner de la liberté par rapport à ça et pas coller à l'émotion, etc., pour comprendre que effectivement ce débat-là, hein, il s'est suicidé parce que il en pouvait plus au travail. Et d'ailleurs, quand vous faites de l'autopsie psychologique, qui est le nouveau terme, hein, qui a été mis en place pour essayer justement de remonter aux causes du suicide, vous remarquez que la plupart du temps, les gens qui vont jusqu'au suicide, ils étaient dans l'excellence. À un moment donné, ils ont été reconnus. À un moment donné, ils ont été bons. Ils ont eu des promotions. On les a félicités. Ils ont été gratifiés. Alors, sur le plan narcissique, le narcissisme, il ne peut plus. Puis, à un moment donné, il y a une espèce de spirale qui dégrade. Ils vont moins bien. Ils sont moins performants. Ils sont un peu... bon, il y a une période de flottement. Et la spirale ascendante dans laquelle ils avaient la jouissance, hein, de celui qui approche les cimes de l'excellence, donc où le moi approche l'idéal du moi, qui a intériorisé les exigences de performance de l'entreprise, ben, le moi est de moins en moins, et à un moment donné, le moi s'effondre, hein, et c'est la dépression. Si c'est la dépression, c'est pas grave. Parce que ça peut vous sauver, parce que vous pouvez avoir un arrêt de travail, et on vous dit, allez vous reposer, ou allez prendre des bains. Et ça peut vous sauver. Mais l'autre, il dit, non, non, moi, je ne veux pas m'arrêter, parce que je veux là, parce que la performance, c'est comme, j'ai dit, le syndrome de Lance Armstrong. C'est de l'addiction. L'addiction au travail. C'est-à-dire, je ne peux plus m'en passer. Et donc, je travaillais déjà 10 heures par jour, je vais travailler 12 heures, puis 14 heures, et puis il n'y a plus de nuit, et puis il n'y a plus de week-end, etc. Parce que j'ai besoin de retrouver ce moment où le narcissisme trouvait effectivement ses satisfactions. Alors soit je prends des drogues, hein, pour m'aider, parce que je prends des trucs pour dormir parce que j'arrive plus à dormir, je prends des trucs pour me réveiller parce que il faut que j'aille bosser, j'ai des insomnies, je me mets au travail, j'ai l'ordinateur, je suis libre de travailler 24 heures sur 24. Ça, c'est le paradoxe managérial par excellence. Je suis libre de travailler 24 heures sur 24. Ou alors l'autre qui dit, je traite de plus en plus de travail en dehors de mon travail et inversement. Je vous en donne aussi avec les révolutions numériques et les ordinateurs, les mails, etc. Plus je gagne du temps, moins j'en ai. Bon, c'est-à-dire, c'est ça, il faut conclure. 5 minutes. 5 minutes. C'est ça, hein, l'organisation paradoxante. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est pris dans des injonctions que les psychologues appellent des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'ils nous mettent dans des dilemmes impossibles. Je suis libre de travailler 24 heures sur 24. L'école de Palo Alto, les psychologues, etc., hein, Bateson, Václavic et les autres, avaient fait la démonstration, à un moment donné, l'hypothèse que les injonctions paradoxales étaient producteurs de folie, de la psychose, la schizophrénie, etc. Puis il y a eu une grosse discussion en disant c'est peut-être la schizophrénie qui produit l'injonction paradoxale, et pas l'injonction paradoxale qui produit la schizophrénie. Et la fameuse discussion sur la mère du schizophrène et du psychotique, etc. Mais tout ça est forcément systémique, c'est comme le raisonnement de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, les organisations paradoxantes mettent les gens confrontent à une multiplicité de paradoxes en permanence. Donc c'est le système qui devient paradoxant. Et quand on est soumis à des injonctions paradoxales, on résiste plus ou moins bien. Alors, il y en a qui résistent, il y en a qui essayent de résister. Un des moyens de résister, c'est le clivage. C'est-à-dire, les psychologues connaissent bien ça, je me divise en deux. Il y a une partie de moi qui se laisse instrumentaliser par l'organisation
et qui répond à ses exigences. Et puis je protège une autre partie de moi qui dit tout ça c'est des conneries, ça n'a pas de sens, etc. Un jour, je ferai vraiment, je retrouverai mon désir profond, qui est en particulier de faire quelque chose qui fait du sens pour moi. Et ça, on le trouve, c'est un des mécanismes de défense c'est assez efficace, etc. Mais en même temps, je me souviens d'un ingénieur de Hewlett-Packard qui avait fait une carrière formidable et tout, et qui me raconte, un jour, je me lève, je vais me raser. Il se rasait tous les matins, il ne voulait pas être président de la République pour autant. Et puis je me regarde dans la glace et je me dis, mais tu ne penses plus. Le type était brillant. Tu ne penses plus. Alors ça, c'est la sortie du clivage. Il se voit et il se voit en train, le sujet réémerge et voit ce que je suis devenu. Et je me dis, c'est pas possible. Alors je me dis, vous voyez, je dis à mon moi, bon, ça c'est des processus. Et il a démissionné l'après-midi et il a, bon, comme il était hyper brillant, il est devenu prof d'informatique à l'Université de Montréal. Simplement, il a gagné 4 fois moins. Et pourtant, ils sont beaucoup mieux payés que nous à l'Université de Montréal. Bon, on ne va pas se plaindre. Parce que tout d'un coup, il fallait qu'il retrouve ça, ce sens. Alors vous me direz, oui, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont cette possibilité. Mais ils ont cette possibilité objective parce qu'ils ont le capital culturel, le capital social, le capital économique. Mais ils ont aussi cette possibilité subjective de dire à un moment donné, ça va plus, donc c'est à l'intérieur de moi, donc je vais faire quelque chose. Et là, le sujet émerge face aux contradictions dans lesquelles il est et aux réponses qu'il apporte à ces contradictions. Et ça, c'est les mécanismes de dégagement. Alors, les mécanismes de défense, c'est apprendre à vivre avec. Les mécanismes de dégagement, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette impasse, de ce dilemme dans lequel je suis. Je vais terminer par la mémoire de... Il y a une question qui se pose, c'est pourquoi on retrouve ça maintenant dans le public? Parce qu'on pourrait dire, vous avez parlé du capitalisme financier, etc. Tout ça, c'est le privé. Donc, je peux vous dire, dans le privé, ça a commencé dans les années 70, 80, etc. Puis dans les années 90, ça a commencé France Télécom, La Poste, Pôle emploi, etc. La modernisation des entreprises publiques. Et dans les années 2000, la RGPP, Révision générale des politiques publiques, transformée complètement par le nouveau pouvoir socialiste en MAP, modernisation de l'action publique, sauf le titre, rien n'a changé. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les hôpitaux, les EHPAD, les universités, Pôle emploi, La Poste, tous les services publics, tous les gens vous disent mais c'est pas possible, il faut arrêter ça, mais ça va pas, etc. Et vous avez l'impression que c'est complètement la surdité totale au niveau du pouvoir par rapport à ce qui se passe. Catherine Kokowska, elle était directrice de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, d'Île-de-France. Et elle écrit un texte qui commence comme ça, le 15 septembre 2009, 8h55, moi, Catherine Kokowska, directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, enfermée que j'étais dans le travail comme à huis clos, je me jette par la fenêtre de la direction départementale du 3e étage sur Caux. Elle est blessée, elle va à l'hôpital et elle écrit un texte parce qu'elle dit que j'ai besoin de comprendre. Elle présente la rédaction de ce texte comme une nécessité pour elle de ne pas enfouir son passage à l'acte dans les limbes de l'oubli, de le parler pour en comprendre les raisons profondes et de pouvoir recommencer à penser. Recommencer à penser. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui a été mis en place dans les entreprises pour empêcher de penser, pour empêcher tout développement d'esprit,
de la pensée critique, etc. Et pour avoir travaillé avec des syndicats, je peux vous dire que même les syndicats n'arrivent plus à donner les outils pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'eux-mêmes, ils sont à la fois travailleurs, plus militants, et ils sont eux-mêmes dans cette espèce de difficulté à prendre la distance qu'il faut pour pouvoir recommencer à penser, pour recommencer à agir, parce que les organisations paradoxantes arrivent à neutraliser en permanence toute forme de critique pour la rendre productive. C'est le lean management, c'est-à-dire on va mobiliser effectivement l'ensemble du personnel pour améliorer la productivité. Les zéro défaut, zéro temps mort, etc. Et on va mettre en place un système d'évaluation individualisée des performances qui fait que chacun est en compétition avec les autres et objectivement n'a aucun intérêt à développer des formes de solidarité qui vont se retourner contre lui, etc., etc. Je pourrais développer. Alors pourquoi je vous parle de Catherine Kokoschka? Parce que quand elle recommence à penser, elle écrit quelles sont les raisons qui l'ont amené à ça. Et elle évoque la contradiction entre deux identités. L'identité de l'éducatrice, formée aux sciences humaines, qui choisit ce métier pour sa mission première, protéger les enfants en danger. C'est ça qui fait sens pour elle. Et la mission de la fonctionnaire d'État, qui a gravi les échelons de l'institution et doit mettre en œuvre la réforme de l'État dont elle estime qu'elle remet en question sa mission éducative. C'est ce conflit de loyauté qui m'a fait passer de l'autre côté du miroir, dit-elle. Ma tâche est de diriger un département, de mettre en œuvre les consignes de mon administration, or mes idéaux, ma conception de la République, du bien commun, de l'intérêt général, des missions de la PJJ, m'ont paru de plus en plus en complète contradiction avec ce qui m'était demandé. Vous interviewez aujourd'hui l'ensemble des gens qui sont dans la fonction publique. Ils vous tiennent des discours comme ça. Comme directeur de labo, j'ai vécu ça. Et mes collègues, c'est encore pire. Les directeurs de l'hôpital à la T2A, etc. C'est quoi? C'est la contradiction entre, je parlais à propos des ressources humaines, la finalité et les moyens. On choisit ces métiers d'enseignants, de juges, de flics, de postiers, parce qu'on a l'impression qu'on participe à la construction de la société, qu'on participe à un progrès, qu'on participe à créer du lien social, les travailleurs sociaux, etc. Et aujourd'hui, on dit que vous devez être plus productif, plus rentable, etc. Et on vous donne des outils d'évaluation où on met en place des outils d'avancement mérite, de mesure des performances, etc., qui ne mesurent pas ce qui fait sens pour vous par rapport à votre métier, mais qui mesurent quoi? La réduction des déficits, le fait que les chercheurs ont publié tant d'articles dans les revues de recherche qui sont classés AAA, le médecin qui à la T2A a des malades qui rapportent des points, alors ceux-là, on va les prendre, et puis d'autres malades qui sont polyhandicapés, etc., qui rapportent pas de points, ceux-là, on va les jeter à la rue, puisqu'on ne trouve pas d'autres places pour les mettre, etc. C'est-à-dire que, ou le flic dont je parlais tout à l'heure, qui doit faire ses quotas, c'est-à-dire qu'on mesure ce qui fait sens pour vous par rapport à votre travail sur des indicateurs qui ne font pas sens par rapport par rapport à la valeur que vous attribuez à votre travail. Et quand vous parlez de la valeur aujourd'hui dans notre société, c'est la conception économique de la valeur qui s'impose à tout le monde, c'est-à-dire la seule façon qu'on a de mesurer la valeur, c'est effectivement par rapport à des indicateurs quantitatifs pour traduire cette valeur en termes financiers. Ce qui fait sens n'a pas de prix, ne se mesure pas. Comme la conférence que je viens de faire ce soir.